Bon, on a pris l'habitude d'identifier démocratie à système représentatif. Or, dans le principe, c'est complètement différent. Comme on le sait, dans la démocratie, le principe démocratique, c'est qu'on justement on représente le moins possible, qu'on délègue le moins possible, qu'on représente le moins possible, que finalement la distance est toujours minimum, et qu'effectivement, bon, on évite justement de donner un pouvoir extrême à une personne, on évite de donner le pouvoir à des politiciens professionnels qui se reproduisent à vie. Mais bon, ce qui crée un certain type de rapport effectivement entre des individus et puis bon, un peuple qui en gros à ce moment-là n'est plus guère qu'un peuple d'électeurs, qui sont tout à fait spécifiques, qui n'ont rien de démocratique en soi-même, mais qui sont vraiment liés à la représentation, au système représentatif en tant que tel, quoi. Donc je veux dire qu'il faut bien voir que le système représentatif est un système en fait qui a une origine tout à fait différente du système démocratique. La démocratie au sens, on sait bien que même au sens vraiment strict, la démocratie, il n'y a pas de représentation. Et notamment, bon, on sait que dans l'Antiquité, c'était le tirage au sort qui était considéré comme disons, la manière démocratique de choisir ceux qui allaient s'occuper des affaires publiques. Ce système présidentiel avec un président élu au suffrage universel, quoi. On dit toujours, ah, c'est la démocratie incarnée. Mais non, pas du tout. Il faut se souvenir qu'en France, ça a été une invention royaliste. En 1848, c'est les royalistes qui ont inventé la présidence de la République, élue au suffrage universel, pour passer en quelque sorte par-dessus, disons, l'Assemblée, les clubs, l'agitation populaire. Et je crois que malgré tout, ce qu'on appelle crise de la démocratie a très très peu à voir avec la démocratie. C'est vraiment une crise du système représentatif, bon, en tant que tel. Et d'une certaine façon, une crise qui, atteste précisément du fait qu'il y a très très peu de démocratie dans ce système. Et qu'effectivement, cette démocratie est comme en quelque sorte substituée par ce qu'on appelle le populisme, qui est une chose quand même très très compliquée, pas claire, parce qu'on fait toujours comme s'il y avait une espèce de grand corps collectif qui s'appellerait le peuple, comme ça, qui réclamerait des choses, qui s'exprimerait à travers des représentants. Mais c'est pas comme ça. Il y a une offre en quelque sorte, et bon, on se situe par rapport à une offre, mais je crois que fondamentalement, il faut inverser un peu les choses. On dit toujours, bon, on fait toujours comme si c'était le peuple qui crée en quelque sorte la représentation. Non, c'est la représentation qui crée le peuple. C'est un système institutionnel, c'est un système de pratique, c'est tout un ensemble finalement de formes d'interpellation qui crée un peuple. La monarchie est moins forte, un système monarchique est moins fort que les systèmes républicains pour faire tenir tranquilles les pauvres gens. Pourquoi? Parce que quand c'est le roi qui parle, on peut toujours mettre en cause la volonté royale. On pourrait dire, c'est un homme qui ne veut pas que nous améliorions notre situation. Tandis que s'il y a une révolte de pauvres, sous la République, c'est-à-dire sous le régime du suffrage universel, l'autorité qui va contraindre ces gens à rentrer dans leur tanière, elle s'appelle comment? Elle s'appelle volonté nationale. Du moment qu'il y a suffrage universel, que le suffrage universel s'est prononcé, que nous avons avec l'Assemblée ce que l'on appelle la volonté de la nation, cette volonté de la nation, qui est en fait la volonté des notables, est autrement forte qu'une simple volonté royale pour faire tenir tranquilles les misérables. La République est une manière de coincer les pauvres, bien meilleure, selon M. Thiers, que ne l'était la monarchie. Deuxièmement, là je voudrais vous apporter une citation de Jean-Jacques Rousseau, que j'ai découvert absolument par hasard, mais qui va tellement bien à ma pensée. Rousseau écrivait à d'Alembert: « Jamais dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. En revanche, dans une république, elle peut aisément le mettre, ce particulier, au-dessus des lois. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans une république, les lois sont faites par qui? Elles sont faites par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale? C'est soi-disant le suffrage universel. Qu'est-ce qu'en fait le suffrage universel? C'est ce que veulent les notables. Par conséquent, dans une république bien conduite, c'est l'argent qui est au pouvoir. Il n'y a pas de régime meilleur qu'un régime démocratique bien orienté pour la protection de l'argent. If the goal is liberty, then democratic structures have to be themselves bounded by bordering conditions that keep people safe from what John Stuart Mill calls the tyranny of the majority. Majorities can be just as tyrannical as kings. In fact, the Greek philosopher Plato argues that in addition to this concern about tyranny of the majority, there's also a structural problem that democratic structures can become tyrannical. That is, through the people's discussion and argument and lack of direction, they will clamor for new leadership and demand
that a tyrant be brought into power. This is how, historically, many tyrants have actually come into existence, through a democratic process. This is true with Napoleon. This is true for Hitler. This is true for Julius Caesar. These are all examples of historical tyrants who came into power because of, not in spite of, democratic structures. So if we're concerned about protecting freedom, democracy might be something that helps us, but it's really important to make sure that there are boundary conditions on the democratic process that protect the rights of the individual.